Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Triste Tropique, c'est évidemment l'ouvrage le plus célèbre, le maître-livre de Claude Lévi-Strauss. Et voici l'incipit, voici les premiers mots de ce maître-livre. Je hais les voyages et les explorateurs, et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil, et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi, faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? Eh oui, les travaux de Lévi-Strauss et ce livre, Triste Tropique, s'appuient évidemment sur toutes les notes qu'il a prises à chaud, sur le terrain. On est au milieu des années 30 quand le téléphone sonne. Novembre 1934, au bout du téléphone, le directeur de l'école normale supérieure en personne, Célestin Bouglet, il s'adresse à celui qui pour l'instant n'est qu'un jeune agrégé de 24 ans, qui enseigne la philo au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan, mais aussi au lycée de Laon. Vous voyez comme tout ça est pratique. Il s'est marié en 32, Claude Lévi-Strauss, avec Dina Dreyfus. Et donc voilà ce que lui propose le patron de Normal Sup. Voulez-vous participer à la mission universitaire au Brésil ? Et Lévi-Strauss se dit qu'il pourrait peut-être tirer de cette expérience sa thèse de doctorat. Il n'a pas encore fait sa thèse. Il accepte et le voilà qui va quitter donc l'enseignement de la philo dans le secondaire pour partir en 1935 avec son épouse en tant que professeur de sociologie à l'université de São Paulo. Et de là, ils vont organiser et diriger plusieurs missions ethnographiques en Amazonie. Première mission, 1935-36, elle se déroule chez les Indiens Caduveo et Bororo. Il vit son voyage, nous dit Emmanuel Loyer dans la biographie de référence qu'elle a fait paraître en 2015 chez Flammarion et qui a été rééditée là récemment dans la collection Champs. Il vit son voyage et pour partie son séjour comme une revisite du voyage transatlantique inaugural, celui de Colomb, celui du portugais Cabral qui accoste à Salvador de Bahia, ceux des autres explorateurs du 15e, Jean de Léry en tête. L'ancienneté de la présence française au Brésil est encore très sensible dans les années 1930 et produit une forme d'intimité comme renouée par la fondation de l'université de São Paulo, pour laquelle il vient travailler et professer en français la seconde langue des Brésiliens éduqués. C'est vrai que c'est bien de remettre ça dans ce contexte encore très francophile du Brésil des années 30. Deuxième expédition en 1938, dans des conditions matérielles difficiles. Il faut mobiliser, outre les 4 membres de l'expédition, une dizaine d'hommes, avec 2 camions, 20 mulets, 30 bœufs chargés de 2 tonnes de matériel et 3 tonnes de vivres. La préparation d'une pareille expédition, ce sont toutes sortes de négociations, ne serait-ce qu'avec le Conseil de surveillance des expéditions artistiques et scientifiques du Brésil, qui a été établi dans le but de contrôler justement ce territoire et ce patrimoine brésilien, qui est en grande partie, vous l'aurez compris, un patrimoine vivant et humain. Le conseil de surveillance impose à Lévi-Strauss la compagnie d'un jeune naturaliste du musée national qui s'appelle Luis de Castro Faria, qui est chargé de surveiller l'expédition, les contacts qu'on va pouvoir nouer avec les Indiens, comme on les appelle, dont certains d'ailleurs n'ont pas encore été pacifiés, c'est-à-dire qu'ils échappent au contrôle de l'État brésilien, qui est engagé dans un processus de colonisation interne. On n'a pas fini avec ça dans les années 30, ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Les relations avec son collègue brésiliens ne vont pas pour Claude Lévi-Strauss être une partie de plaisir, ça se passe pas très bien. L'individualisme absolu est la norme de notre activité, écrit-il dans son journal. Il y a quelque chose de désabusé évidemment dans cette note-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce n'est pas une mission sans danger. À l'époque, tout le monde se souvient d'un cycle qui est encore récent, qui est présent dans les mémoires, un cycle de massacres et de représailles. Le dernier en date, c'est le meurtre de missionnaires protestants en 1930. La tension monte devant l'incertitude, le risque que représente cette expédition au milieu des terres inconnues apparaît comme le revers d'une aventure qui, par ailleurs, évidemment, est exaltante.
Alors d'abord, il y a une vingtaine d'Indiens Nambikwara qui ont été attirés par le bruit de la venue d'hommes blancs et la perspective des cadeaux. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Ils sont en contact assez fréquent avec les gardiens du télégraphe d'Utiariti et avec les jésuites de Rurena. Et donc évidemment, ça les rend peut-être un peu plus habitués, disons, au contact avec les hommes occidentaux. Au début, Lévi-Strauss est assez déstabilisé par la pauvreté incroyable qu'il découvre. On sent qu'il ne trouve pas de point d'accroche, aussi bien esthétique que sociologique avec ces populations d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de belle poterie, il n'y a pas d'artisanat étonnant, il n'y a même pas de rituel compliqué auquel on pourrait s'attacher, qu'on pourrait étudier, mais peu à peu, en vivant au milieu de ces hommes, il réalise une chose que d'autres avant lui avaient déjà perçue, c'est une espèce d'infinie gentillesse, d'infinie insouciance, une grande ouverture d'esprit, une curiosité sympathique. Et on comprend pourquoi le chapitre Nambikwara va constituer le pivot de ce qui plus tard deviendra Triste Tropique. La société est à la limite même du social, l'homme est le plus démuni sur le plan matériel, le plus riche sur le plan affectif. C'est très intéressant, c'est peut-être la base même de toute la philosophie de Lévi-Strauss, si l'on peut dire. L'âme Nambikwara va pour lui être en quelque sorte un point de bascule qu'il l'intéresse dans ce rapport qu'il ne cessera d'étudier entre nature et culture. Vous écoutez Radio Classique. Alors l'enquête va se dérouler essentiellement dans la zone de contact entre sociétés brésiliennes et indiens, autour des postes de la ligne télégraphique d'ailleurs qui avait été établie quelques années plus tôt par l'armée brésilienne. Le but à l'époque pour les Brésiliens c'était de contrôler tous ces territoires bien sûr. Et les Indiens les plus sauvages si l'on peut dire avec de grands guillemets sont inaccessibles parce que, encore une fois, aux yeux en tout cas de l'administration brésilienne, ils n'ont pas encore été pacifiés. Lévi-Strauss va partir à la recherche des derniers représentants de ce que, depuis l'époque des Lumières, on appelait le bon sauvage, à la manière de Rousseau, n'est-ce pas ? Il découvre que toute ethnographie, nécessairement, est une ethnographie de contact. Il faut, si vous voulez, la présence d'un observateur implique l'existence de relations entre sociétés autochtones et sociétés qui sont jusqu'alors et qui sont dans l'esprit même de Claude Lévi-Strauss des sociétés aux visées colonisatrices. Et il a cependant le sentiment de faire une expérience de quelque chose d'absolument neuf. C'est l'altérité radicale. Expérience qui, même si elle n'obéit pas aux normes de l'immersion prolongée qui plus tard finiront par s'imposer chez tous ces spécialistes, expérience qui pour lui est un aiguillon pour lire tout ce qui a été écrit sur les Amérindiens afin de comprendre ce qui fait la singularité de ces peuples. Claude Lévi-Strauss transforme en positif le négatif d'une culture matérielle et d'une culture réduite à leur plus simple expression, nous dit Emmanuel Loyer, pour y partir en quête de l'élémentaire, de l'essence même de la vie sociale. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans ce travail, dans ces expériences et dans ce livre, c'est qu'on va au cœur même et au bout et à l'essence de ce qui fait société. Lévi-Strauss prend ses notes dans des petits carnets, alors il note tout le vocabulaire, les notes de musique, il fait des petits dessins, des tableaux aussi. Ce qui le frappe, c'est l'esprit d'observation incroyable de ces gens, la précision méticuleuse des termes techniques, le style qui est différent des grandes périodes de Triste Tropique. On s'immisce en quelque sorte là dans l'atelier de l'explorateur quand on feuillette ces carnets qui sont de toutes les formes possibles. Le terrain est vécu comme une espèce d'épreuve du feu, pas seulement comme un rituel d'initiation auquel se soumettent les ethnographes en puissance, mais c'est en quelque sorte le prix qu'il faut payer pour s'arracher à leur monde. Les périls sont de 4 ordres. Alors il y a la maladie, ça évidemment, et la dépression, et l'ennui, et puis bien sûr le danger auquel il faut joindre le manque de nourriture, le manque de sommeil, et beaucoup de temps perdu. Il faut savoir apprendre pour observer à perdre son temps. Le mieux c'est d'entrer dans le texte même, dans la matière de Triste Tropique. Dans des conditions normales,
L'enquête sur le terrain se révèle déjà éprouvante. Il faut être levé avec le jour, rester en éveil jusqu'à ce que le dernier indigène se soit endormi et même parfois guetter son sommeil, s'appliquer à passer inaperçu en étant toujours présent, tout voir, tout retenir, tout noter, faire montre d'une indiscrétion humiliante, mendier les informations d'un gamin morveux, se tenir prêt à profiter d'un instant de complaisance ou de laisser aller. À pratiquer ce métier, l'enquêteur se ronge. A-t-il vraiment abandonné son milieu, ses amis, ses habitudes, dépensé des sommes et des efforts si considérables, compromis sa santé pour ce seul résultat ? Faire pardonner sa présence à quelques douzaines de malheureux condamnés à une extinction prochaine, principalement occupés à s'épouiller et à dormir, et du caprice desquels dépend le succès ou l'échec de son entreprise. Quand les dispositions des indigènes sont franchement mauvaises, la situation devient pire. Sans prévenir, ils disparaissent pendant des jours à la chasse ou pour quelque expédition de cueillette. Comprenez ce qu'il y a de dépressif, surtout quand on est seul, puisqu'il faut vous dire que Dina a dû quitter l'expédition. La femme de Lévi-Strauss, elle a été victime d'une ophtalmie purulente et donc elle n'a pas pu rester. Et donc maintenant, vous avez la dépression qui guette, le danger qui est là partout, y compris comme avec les Nambikwara, lorsque les indigènes ont l'intention de se montrer gentils à l'égard de l'ethnographe. C'est le cas avec eux. Lévi-Strauss raconte un épisode qui montre le retournement toujours possible de ce climat pacifique qu'il avait réussi à instaurer, et la rapidité, l'imprévisibilité qui peut mettre tout à coup en péril la vie même de celui qui, du tout au tout et d'un instant à l'autre, est devenu un intrus. Lévi-Strauss a emporté dans ses bagages de grands ballons multicolores qu'on lance à San Polo pour la fête de Saint-Jean. Et un soir, l'idée lui vient d'offrir aux Indiens ce spectacle. Il faut bien qu'il s'occupe, encore une fois, vous voyez dans quel état d'extrême dénuement cette expédition a fini par l'amener. Et voilà ce qu'il raconte. Un premier ballon qui prit feu au sol suscita une vive hilarité comme si le public avait eu la moindre notion de ce qui aurait dû se produire. Au contraire, le second réussit trop bien. Il s'éleva rapidement, monta si haut que sa flamme se confondit avec les étoiles, erra longtemps au-dessus de nous et disparut. Mais la gaieté du début avait fait place à d'autres sentiments. Il y avait au départ cette joie enfantine, tout le monde était content, c'était la fête, et d'un seul coup, c'est l'hostilité des hommes, la peur des femmes qui sont littéralement terrifiées, et l'incident aurait vraiment mal pu se terminer pour Lévi-Strauss. Il y a tout un éventail des sensations dont Triste Tropique se fera l'écho. Les odeurs d'abord, qui sont partout présentes, odeurs de mer, de forêt, de plantes. Lévi-Strauss cherche à décrire ces odeurs, à les évoquer. Au début, il semble que les senteurs marines des semaines précédentes ne circulent plus librement. Elles butent contre un invisible mur. Ainsi immobilisées, elles ne sollicitent plus une attention rendue disponible à des odeurs d'une autre nature et que nulle expérience antérieure ne permet de qualifier. Brise de forêt, alternant avec des parfums de serre, quintessence du règne végétal dont la fraîcheur spécifique aurait été si concentrée qu'elle se traduirait par une ivresse olfactive, dernière note d'un puissant accord arpégé, comme pour isoler et fondre à la fois les temps successifs d'arômes diversement fruités. Seuls comprendront ceux qui ont enfoui le nez au cœur d'un piment exotique fraîchement éventré après avoir, dans quelques bouquetins du Sertão brésilien, respiré la torsade mielleuse et noire du fumeau de Rollo, feuilles de tabac fermentées et roulées en cordes de plusieurs mètres, et qui, dans l'union de ces odeurs germaines, retrouvent cette Amérique qui fut pendant des millénaires seule à posséder leurs secrets. Et l'on réalise là que, bien au-delà d'une étude ethnographique, Triste Tropique est un très grand texte de littérature. Les odeurs s'allient donc entre elles. Il y a la promiscuité du miel, du tabac, tout ça est développé dans du miel aux cendres. Et c'est déjà la marque spécifique de cette Amérique qu'on arrive difficilement à transmettre quand on n'a pas reniflé ça de ses propres narines. C'est un peu la limite contre laquelle vient buter aussi la prose de Lévi-Strauss, c'est qu'il faut arriver
à transmettre des sensations que celui qui lit n'a pas forcément déjà éprouvées. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on ne parle pas énormément des êtres humains là-dedans. La nudité d'abord. Claude Lévi-Strauss observe la nudité des corps. La nudité des habitants semble protégée par le velours herbu des parois et la frange des palmes, et ils se glissent hors de leur demeure comme ils se dévêtiraient de géants peignoirs d'autruche. Joyaux de ces écrins duveteux, les corps possèdent des modelés affinés et des tonalités rehaussées par l'éclat des fards et des peintures supports, dirait-on, destinés à mettre en valeur des ornements plus splendides, touches grasses et brillantes des dents et des crocs d'animaux sauvages, associés aux plumes et aux fleurs, comme si une civilisation entière conspirait dans une même tendresse passionnée pour les formes, les substances et les couleurs de la vie. Toujours très difficile de savoir lorsqu'un ethnographe fait ce genre d'expérience et nous la transmet, si cette vie suprême, il la trouve dans l'attention extraordinaire dont il fait preuve ou dans l'expérience nouvelle qui est la sienne. Lévi-Strauss est aussi le témoin des rapports sensuels et même érotiques de ses hôtes, témoin plus ou moins volontaire, disons. Les couples s'étreignent comme dans la nostalgie d'une unité perdue. Les caresses ne s'interrompent pas au passage de l'étranger. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale et, rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Ah, si seulement Rousseau avait pu lire ça. Lévi-Strauss est déjà sur le chemin du retour. Il se laisse glisser lui-même sur la pente de la nostalgie qui se traduit par l'étude de Chopin, la fameuse étude Tristesse, qui ressurgit de sa mémoire et agit comme un vestige du monde civilisé. Il va falloir renouer avec la culture à mesure que la nature s'éloigne, n'est-ce pas ? Il reste à notre ethnologue un trésor qui a été préservé, chèrement préservé, c'est la forêt. Quelques dizaines de mètres de forêt suffisent pour abolir le monde extérieur. Un univers fait place à un autre, moins complaisant à la vue, mais où l'ouïe et l'odorat, ces sens plus proches de l'âme, trouvent leur compte, écrit-il. Des biens qu'on croyait disparus renaissent, le silence, la fraîcheur, la paix. L'intimité avec le monde végétal concède ce que la mer maintenant nous refuse et ce dont la nostalgie fait payer trop chèrement le prix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Triste Tropique, au cours des années des rééditions, va gagner un public de plus en plus large. Le livre a été dédié à son premier fils, à Laurent. Des pages du livre font leur apparition dans les programmes scolaires peu à peu. Ça va devenir un classique du XXe siècle, Triste Tropique, bien entendu. On dépasse de loin les sciences humaines pour entrer dans la littérature, tout simplement, je vous le disais. Claude Lévi-Strauss est devenu un personnage public. Le magazine Elle va lui réserver une pleine page couronnée d'une légende flatteuse, l'homme de France le plus intelligent. On l'interviewe, on le consulte, son visage austère devient de plus en plus familier et puis il va être élu en 1959 au Collège de France et en 1973 à l'Académie française. Triste Tropique, c'est son livre le plus connu, le plus lu bien sûr, avec derrière l'idée de Rousseau, la prose de Chateaubriand si l'on peut dire. « J'ai voulu écrire une œuvre de fantaisie et je n'y suis pas arrivé », dit-il. Les ethnologues m'accusent d'avoir fait un travail d'amateur et le public un bouquin d'érudition. Cela m'est d'ailleurs indifférent. Dès que j'ai fini un livre, il est mort pour moi. Mettons que je me sois livré à un rite d'envoûtement, visage de ma pensée. Il a dit ça en 1956 à la Revue de Paris. On y retrouve toute l'autodérision, tout le recul et tout l'humour de ce monsieur qui peu à peu va devenir le vieux monsieur de la conscience française, ou mieux, ou plus, de la conscience occidentale confrontée à ce qui disparaît et qu'on ne retrouvera pas. Vous écoutez Radio Classique.